Bonjour, je suis Delphine Poublan de SOS Professionnel et aujourd'hui je reçois Jeanne-Marie Rouguira qui est docteure en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art d'accompagner les processus de résilience collective par la psychosociologie. Bonjour Jeanne-Marie. Bonjour Delphine. Quel honneur de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Oui, un plaisir. Donc tu es enseignante au département de psychosociologie et travail social de Rimouski depuis plus de 20 ans, 25 ans à peu près. Tu es docteur en sciences de l'éducation, psychopédagogue. Et donc, il y a de nombreux étudiants qui ont la chance d'avoir profité de ton enseignement et d'en profiter encore. Ouais. Oui. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui t'a amené à devenir justement spécialiste de la psychosociologie. Écoute, comme j'aime dire à mes étudiants, j'ai l'impression que je suis devenue réfugiée en psychosociologie. J'ai pris refuge au Québec et j'ai pris refuge en psychosociologie. En fait, je suis arrivée ici il y a maintenant une trentaine d'années. J'y crois pas encore, en fait. Je suis arrivée en 93 et j'avais un projet de venir faire un doctorat en sciences de l'éducation parce que j'avais comme formation de base la psychopédagogie. J'avais fait la psychopédagogie pour enseigner au secondaire et j'avais commencé à enseigner un peu à l'université. Et là, je voulais faire un doctorat, puis au Rwanda, il n'y avait pas de doctorat. Je suis partie pour le Québec en me disant, bon, je vais faire 4 ans, je vais finir mon doctorat, puis je vais rentrer chez nous, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Évidemment, comme tu le sais, il y a eu la guerre, il y a eu le génocide du Rwanda, et quand il y a eu la guerre, je pouvais plus rentrer. À l'époque, mes enfants étaient pas là, ils étaient au Rwanda, mon conjoint de l'époque était au Rwanda, ma famille. Je pense que c'est vraiment ça, c'est la guerre. Mon lien avec la psychosociologie, c'est la guerre. C'est la souffrance. Ouais. Parce que quand je suis arrivée, ma préoccupation c'était, à l'an 2000, je veux que le maximum d'enfants du Rwanda puissent avoir accès à l'école secondaire, au moins. Qu'il n'y ait pas un enfant qui finisse, était à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans au moins. C'était ça. À l'époque, il y avait un rêve là, on disait l'éducation pour tous à l'an 2000. Il y avait eu, en 1990, à Jomtien, à Thaïlande, une conférence de l'UNESCO, des États du monde, qui était tout le monde ensemble pour s'imaginer comment on va faire pour mettre le plus d'enfants possible à l'an 2000 à l'école. Et moi, je trouvais que c'était un truc absolument extraordinaire. Et j'étais partie faire mon doctorat avec ça. Quand j'arrive ici, je fais ma première année, je fais ma problématisation autour de cette question-là. Comment préparer le pays, préparer les enseignants, préparer le ministère de l'Éducation pour que le maximum d'enfants puissent avoir accès à l'école. Et paf, il y a la guerre. Et quand la guerre a eu lieu, j'ai eu un choc. Un vrai trauma, beaucoup plus... Bien sûr, mes enfants étaient là, ma mère était là, tout le monde était là. Puis C'était au Rwanda, hein? Ouais. Ben, évidemment, il y avait beaucoup de morts, puis beaucoup d'épreuves. Mais je pense que le plus grand choc, ça a été de réaliser que les enfants que je voulais mettre à l'école, on est en train de les tuer. À coups de machette. À coups de Kalachnikov. À coups de grenades. Et de réaliser que finalement, les gens qui font la guerre, là, les politiciens, les géopoliticiens, les fabricants d'armes, les vendeurs d'armes, les journalistes, tout ça, tout ce monde-là, ils ont été à l'école. Et c'est cette école-là, dans laquelle je voulais mettre tous les enfants, qui a produit les gens qui sont en train de les tuer. Et mon idéalisation de l'école, elle est tombée grave, quoi. Puis à l'époque, mon directeur de thèse m'a demandé de changer de sujet de thèse. De toute façon, je pouvais pas parce qu'il fallait que je rentre au Rwanda pour aller faire mon travail de terrain. Je pouvais pas y rentrer. Le système scolaire là-bas, il était en effondrement. Et pour rester ici et avoir des papiers, il me fallait continuer de faire mon doctorat. Et là, mon directeur me dit, il faut que tu travailles sur ce qui t'empêche de dormir.
au fur et à mesure que je réfléchis, que je change de lecture, que je commence, en fait, j'ai été obligée par la guerre, pour la première fois de ma vie, à m'intéresser à moi. C'est ce que les professionnels savent pas faire. Les enseignants, on veut élever les enfants. Les infirmières veulent soigner les malades. Les travailleurs sociaux veulent aider les pauvres. Tu vois? Ouais. C'est tout le temps, on veut changer le monde, mais par le dehors. Mais là, mon monde s'est écroulé et j'ai été obligée de convertir mon regard vers le dedans. Où ça fait mal. Et la question était devenue, comment je vais pouvoir vivre avec tout ce qui vient de m'arriver? Et les enseignants qui me préoccupent au Rwanda, qui vont avoir des enfants dont la moitié de la classe, c'est des orphelins, ou certains orphelins ont vu leurs parents se faire tuer par des parents des amis qui vont être dans la même classe qu'eux. Comment on va faire avec ça? Est-ce qu'après cette catastrophe, on va aller dans une salle de classe puis on va dire aux enfants 1 + 1 = 1, sans prendre en considération les traumas qu'ils viennent de vivre et toute la souffrance dans laquelle ils sont. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question de la souffrance en éducation. Est-ce que la souffrance, c'est une question de fond de la psychosociologie? Ou est-ce que c'est toi dans ton, non, c'est ton moi parcours à toi? C'est moi dans mon parcours à moi qui m'a amené là. Parce que la psychosociologie, elle s'intéresse à l'accompagnement du changement dans les systèmes humains complexes. Puis elle s'intéresse à la question des interactions humaines, à la question du dialogue, à la question des relations, comme des médiums, la relation comme médium d'accompagnement du changement dans les collectifs, dans la famille, dans une équipe de travail, dans une entreprise, dans une organisation, dans un organisme communautaire, dans une collectivité. Les systèmes humains sont confrontés actuellement à beaucoup de changements. Et les humains qui sont dedans ont beaucoup de difficultés à suivre et à gérer ce que ça leur fait vivre de transition, de choc de culture. Il y a beaucoup de choses dedans. Et le cœur de la psychosociologie, c'est ça, c'est comment on s'y prend pour accompagner des changements dans les systèmes humains. Et le focus de la psychologie, là, c'est, si j'arrive chez un psy, puis que je suis traumatisée, il va regarder comment ça se passe dans ma psyché, à l'intérieur. Il s'intéresse à l'intrapersonnel, à l'intrapsychique. Les sociologues s'intéressent à l'extérieur, aux structures sociales. L'inter, entre. Puis nous, c'est le entre qui nous intéresse. Entre le dedans et le dehors, entre toi puis moi, entre nous et eux, entre les différents systèmes dans lesquels je participe. C'est cette question-là de comment maintenir la relation, les interactions et comme médium d'accompagnement du changement chez les humains. Et donc toi, c'était la question de la souffrance humaine qui a été le cœur de ta thèse et de tes travaux dans les années suivantes. Dans les années suivantes, puis je m'en occupe tout le temps. Mais en même temps, l'entrée en psychosociologie, ça m'a fait changer de regard. Finalement, ça m'a amené vers la résilience, parce que en psychosociaux, la question c'est comment les choses changent, comment les choses bougent. C'est pas de quoi tu souffres. C'est comment on peut faire pour que les choses bougent. On n'est pas sur le diagnostic, on n'est pas figé là. On n'est pas figé dans. Je te regarde pas comme on regarde quelqu'un qui a un bobo qu'il faut guérir. Une pathologie. Oui, on regarde l'humain comme quelqu'un qui a du potentiel de réfléchir son contexte, ses problématiques, et de trouver des solutions et de bouger dedans, de les faire évoluer. C'est pour ça que la psychosociologie m'a intéressée. Il faudrait que je te précise une petite affaire qui est, pour moi, la guerre du Rwanda, c'est la faillite relationnelle. C'est une guerre fratricide, où les voisins tuaient les voisins. On peut se demander comment on en est arrivé là. Il y a toute l'histoire coloniale qui précède cette histoire-là. Il y a tout le trauma colonial que les gens avaient, mais c'est l'échec de la relation. Et arrivé en psychosociologie, où on enseigne les relations humaines, c'était pour moi comme c'est mon kintsugi, quoi. C'est comment faire de cette relation où nous avons failli une occasion
de développer plus de vie, plus de vitalité dans la relation et plus de santé dans la communauté. Donc tu dis c'est ton kintsugi, c'est-à-dire, ça c'est un art japonais, là on voit ces images beaucoup en ce moment sur internet, ces vases qui ont été brisés, puis on met de l'or pour les recoller. Donc littéralement c'est ça, c'est un art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices de poudre d'or au lieu de les cacher. Donc toi ça a été ta manière de te réparer. C'est ça, c'est de transformer la blessure en potentialité. La transformer en richesse, la transformer en don pour la communauté. Un don pour moi, en richesse pour ma vie, puis un don pour la communauté. Wow. Puis il y a aussi le terme de résilience des fois qui est, tu sais, pas très bien compris. En ce moment aussi, on entend beaucoup parler de Boris Cyrulnik, qui a sûrement inspiré beaucoup la psychosociologie au Québec, j'imagine. Et donc lui, c'est un psychanalyste et neuropsychiatre français. Quand il était jeune, ses parents ont été déportés pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été tués dans des camps de concentration. Et il dit que 50% des gens dans la population a vécu un trauma. Et donc il a peut-être, je dirais, popularisé le terme de résilience, parce que c'est pas lui qui l'a inventé, évidemment. Et il dit que c'est renaître de ses cendres, reconstruire qui l'on est, un peu quand tu parles du kintsugi, ça me fait vraiment penser à ça. Reconstruire la confiance en soi, construire des relations saines. On revient encore à l'idée de relation. Et je sais que c'est aussi un thème qui te tient beaucoup à cœur, donc ce thème de la résilience. Et donc, c'est quoi la relation de la résilience au trauma ou... La question fondamentale, c'est, on sait très bien que la souffrance humaine, les traumas, les accidents, les crises, les deuils, c'est toutes sortes de problématiques que les gens vivent. On sait que ça a un pouvoir de destruction sur l'être humain. Ça, on le sait. Mais l'histoire nous montre qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes contextes et qui deviennent des meilleures personnes. Moi, c'était ça mon intérêt dans ma recherche. Comment faire en sorte que les épreuves et les contraintes et les accidents et les difficultés terribles que les humains rencontrent, plutôt que de les détruire, participent à les construire. Et une des questions en tout cas, la première hypothèse de Boris Cyrulnik, c'est ce qu'il a appelé tuteur de résilience. Si j'utilise métaphoriquement, si je tombe, que je me casse un genou, j'ai besoin de quelqu'un pour me relever. Tu sais. Des fois, je suis pas capable d'y arriver tout seul, j'ai besoin de quelqu'un pour me relever. Et j'ai besoin d'une relation saine pour réparer quelque chose qui a été brisé dans des relations malsaines ou dans des catastrophes comme des guerres et tout. Donc, ça prend un autre être humain qui crée des conditions pour que ce qui pouvait me détruire devienne une richesse. Boukhar Diouf, je crois que c'est un ami à toi, qui est très connu ici au Québec. Lui, il dit qu'au Sénégal, ils ont une expression, c'est sa maman qui lui avait transmis ça, que l'humain est le meilleur remède pour son prochain. C'est clair. Donc toi, t'as clairement mentionné là que effectivement, pour réparer une relation, quelque chose qui était brisé par un humain, c'est dans la relation avec un autre humain qu'on peut le guérir. Mais quand il y a un trauma collectif, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est dans les autres collectifs qu'on va se guérir. En tout cas, en fait, c'est la même chose. Disons que j'ai eu une mère maltraitante et que je vais voir un psy. Ce qui va me guérir, c'est de réussir à avoir une relation de confiance avec cette personne-là, qui va me permettre de construire ce que j'ai pas pu construire avec ma mère. Mais si, dans le collectif qui était le mien, où je me sentais appartenir, tout s'est effondré, ça va être difficile pour moi de rebâtir un sentiment d'appartenance, de rebâtir la confiance. Mais je vais avoir besoin des gens qui créent des conditions pour que je puisse rebâtir cette confiance-là. C'est pour ça que après, on est passé de l'idée de tuteur de résilience à faire des matrices de résilience. Pour moi, SOS professionnel, c'est ça. C'est quelque chose qui cherche à créer des matrices de résilience pour des professionnels qui ont été, comme diraient les Québécois, totalement maganés par nos systèmes en crise, en changement, en désagrégation aussi.
Elle existait avant la pandémie, mais ce que j'ai constaté, moi, c'est que la pandémie a été vraiment un point d'orgue assez fort dans la détresse des professionnels, le personnel de la santé, le personnel enseignant, les travailleurs sociaux. J'imagine que tu as été au contact aussi de beaucoup de... Parce qu'il y avait beaucoup plus de misère dans la société, de difficultés psychologiques, qu'ils ont essayé d'atténuer, mais finalement, c'est eux qui ont aussi souffert. Aussi des dysfonctionnements organisationnels, mais aussi parce qu'il y avait déjà une souffrance du peuple encore plus grande. Au-delà du virus, il y avait quelque chose dans la manière dont nous l'avons géré qui était traumatisant. Parce que d'un côté, on disait tout le monde chez soi. L'autre, qui normalement devrait être mon tuteur de résilience, devient un facteur de danger. Si je m'approche de toi, si je t'embrasse, je te prends dans mes bras, si je te parle, je risque de mourir. Donc, ça crée de la méfiance par rapport à l'autre, ça coupe le lien. Ça crée une dissociation aussi, l'autre que j'aime et que je ne peux plus approcher. Que je ne peux plus approcher, que je ne peux plus regarder, les masques, l'autre que j'aime, que je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir ton visage et les expressions des émotions sur ton visage. Et on sait très bien que en temps de peur, de catastrophe, de crise, la solitude, c'est pas la meilleure chose. Et on ne sait pas, si on peut pas se voir, si on peut pas se toucher, comment on crée du lien, comment on reste en lien. C'était pas si évident que ça à trouver. Parallèlement, pendant qu'on fait ça, donc, les gens sont enfermés dans leur maison. Il faut noter que tout le monde n'a pas assez de place dans ces maisons-là. Tout le monde n'a pas les conditions nécessaires pour se confiner, tu sais. Il y a des gens qui sont 10 dans un 4,5. Qui vivent là-dedans pour venir se coucher, mais d'habitude, ils sont dehors, ils travaillent, ils bossent. Mais là, ils sont enfermés là, en promiscuité. Les gens travaillent pas. Ils ont des problèmes financiers, ils ont de la misère à se nourrir. Ils sont les uns sur les autres. La violence, puis ils ont peur. Ils sont confrontés à la mort. Ils ne sont pas préparés. La peur, l'anxiété sociale, tout ça monte. Parallèlement à ça, on dit à ce qu'on a appelé nos essentiels, on a besoin de vous allez vous mettre votre vie en danger. Allez travailler dans les hôpitaux, mettre vos vies en danger. Toi, tu te lèves de chez toi et tu t'en vas travailler et tu sais pas si tu vas pas attraper la COVID. Si tu vas pas amener la COVID dans ta maison. Si ça va pas tuer tes enfants. Indépendamment du virus, là, il y avait comme une espèce de psychose collective dans laquelle on était, et les gens ont été traumatisés par tout ça. Pas seulement voir les gens mourir, pas seulement la peur de tomber malade, mais tous les mécanismes qui nous soutiennent d'habitude étaient arrêtés. Tu sais, mais il y avait des choses de fou, du genre, tu peux pas prendre une marche si t'as pas de chien. Oui, je m'en rappelle, j'ai pas de chien. Donc, je vis dans la promiscuité. Et 6 mois pour me ressourcer et entretenir ma santé mentale, il faut que j'aille marcher dans le bois. Je peux même pas y aller. Moi, tu sais, j'habite dans le bois, puis avec mon ex-mari et mes enfants, donc on est quand même une cellule familiale, mais on est allé se promener dans le bois, puis on a croisé 2 autres messieurs et on se sentait coupable. On était en pleine forêt, là. On se sentait coupable et hors la loi. C'est assez fou, là. Ouais, c'est vraiment ça que tu décris. Ah oui, mais les structures qui tiennent une société se sont effondrées pendant ce moment-là. Et je crois qu'on n'est pas encore sorti de là. C'est ça, c'est pour ça que je trouve ça important de continuer à en parler, parce que c'est comme si le tissu social s'est effrité et que on est encore en train de rebâtir le lien social, et il y a encore, je pense, des traces de ce trauma-là, de cette peur de l'autre, beaucoup de gens préfèrent faire des réunions par Zoom, aller à des conférences par Zoom, alors que ça fait tellement du bien d'aller voir des gens, de faire tu offres souvent des conférences, j'imagine que tu vois souvent tes étudiants,
Et tu as dû voir la différence oui. entre être en contact humain puis... Nous, on se battait pour garder quelques cours en présence, pour pas justement créer de l'effondrement psychique chez nos étudiants qui sont jeunes. Mais je peux te dire que depuis la pandémie, je n'ai jamais eu dans mes salles de classe autant de personnes qui sont anxieuses. Mais depuis la pandémie, l'anxiété sociale a monté, mais l'anxiété tout court a monté. Ouais. Comme les problèmes de dépendance à l'alcool, aux potes. Ouais. Ça aussi, parce que c'était la seule manière que les gens pouvaient avoir pour s'apaiser. Ouais. On pouvait pas se parler, mais on pouvait aller s'acheter de la bière. On pouvait pas se parler, mais on pouvait aller s'acheter du pot. Alors, c'est comme ça que les gens essayaient de s'autogérer. Tu sais. Ouais. C'est comme s'il y a une fondation de la société qui s'est effritée. La fondation. C'est comme quand tu es un enfant, j'imagine, et que tu sais que tes parents, tu as une maison, tes parents sont là pour assurer ta sécurité, ton bien-être. Puis là, c'est comme si ça s'était effrité. Ouais. On n'était plus en sécurité, nos parents ne veillaient plus sur nous. Ils essayaient, mais enfin, entre guillemets, là, les parents symboliques. Les gens qui font des métiers du social, les gens qui font des métiers dans les épiceries et tout ce qu'on a appelé des essentiels, justement, eux, il fallait qu'ils continuent de fonctionner comme si de rien n'était. Et comme il y avait personne et qu'il y avait des gens qui voulaient plus y aller, moi je les connais là, des infirmières qui passaient 16 heures, 18 heures, 20 heures à l'hôpital. Tout à fait. Ceux qui sont restés continuent à se dévouer de plus en plus. Puis nous, on voit encore les séquelles de ça par rapport à des policiers qui nous appellent, qui vivent vraiment de l'anxiété, les travailleurs du système de la santé qui sont encore épuisés, encore en congé maladie. Et tu sais, il y a cette réalité-là, mais il y a aussi toute la réalité politique, si on peut dire. Il y a beaucoup de grèves d'enseignants en ce moment, des grèves générales. Il y a aussi les personnels de la santé qui commencent à revendiquer des meilleures conditions. Il y a des regroupements de médecins qui demandent la décentralisation parce que la loi 15 de la santé publique va encore centraliser, donc encore enlever du pouvoir décisionnel au bas de l'échelle finalement. Et puis moi, je connais aussi bien le milieu sage-femme qui, elles disent carrément que leur profession est en danger. Donc aujourd'hui, il y a encore de quoi, je pense, vraiment sensibiliser au niveau social. Évidemment, SOS Professionnels, on fait pas de la politique, toi non plus, mais œuvrer au niveau social pour sensibiliser les gens, pour continuer à revendiquer nos droits à l'autonomie, à la décision, nos droits de créer nous-mêmes notre réalité, créer notre tissu social comme on l'entend finalement. Toi, au niveau de ton implication, je pense que tu es très impliqué dans les organismes. Et comment tu vois ça pour aider les professionnels? Je suis pas certaine que c'est des questions... Mais oui, c'est des questions politiques. Mais c'est pas des questions qui concernent les politiciens. Non. Ça concerne les citoyens. Ça concerne les citoyens. Pour moi, ça, c'est le capitalisme qui fait ça. L'individualisme qui fait ça. Où on se considère tous comme des petits PME, là, puis t'as réussi, puis tu réussis tout seul, puis tu te formes tout seul. Moi, j'ai le sentiment que il y a eu au Québec, des années 70, la naissance du mouvement communautaire, la naissance du mouvement des femmes, la création des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, la création des centres femmes, la création des organismes communautaires. Les gens se sont organisés, la création des CRSC. Ils se sont organisés pour créer des services dont ils avaient besoin à l'intérieur de leur collectivité. Après, il y a eu l'État-providence qui a effrité petit à petit cette espèce d'engouement solidaire qui était dans la culture québécoise des années 50, tu sais, avec tous les avantages du développement, puis la prise en charge par l'État des problèmes sociaux. Mais au fur et à mesure que le libéralisme augmente, que le capitalisme triomphe, on assiste, je le vois depuis que je suis ici, on assiste progressivement à la privatisation des services sociaux. La privatisation de la médecine, la privatisation des écoles. Tout se privatise de plus en plus. Et les gens les plus démunis ont de moins en moins de services, ont de moins en moins accès aux services.
Je crois que c'est la reconstruction des solidarités en base. Ce que tu fais, c'est de dire, ben, ok, là, les amis, est-ce qu'on se met ensemble, on réfléchit sur nos conditions, puis on crée des choses pour répondre à nos besoins. Je pense qu'on est là, mais pour faire ça, il faut aller à contre-courant du capitalisme ambiant, quoi. Puis de l'avancée technocratique, pratiquement, tu sais, cette idée que c'est des grands spécialistes qui vont nous imposer leur point de vue, ils vont nous dire exactement comment il faut agir, alors que nous, on connaît nos besoins. Tu sais, quand on est dans la population, là, les gens savent, c'est les meilleurs spécialistes de leurs besoins. Et je pense qu'à travers le lien social, si on recrée du lien social, de l'écoute, de la connexion, on peut mettre en mouvement l'intelligence collective et puis créer ce dont on a besoin. Hein, c'est ça qu'on dit en psychosociologie. On dit on n'est pas des experts. On est des facilitateurs des processus de reconstruction des systèmes dans lesquels nous sommes. Mais on vient pas avec des solutions parce qu'on croit profondément que là où il y a le problème se trouve aussi la solution. Il faut juste créer des conditions pour que des processus d'intelligence collective se mettent en marche pour pouvoir se faire. Mais là, ce que tu parles, c'est pas seulement l'expertise, l'intelligence artificielle, l'hyper-numérisation de tout, de l'enseignement, de la médecine. Tout ça, il y a des avancées, certes, mais on perd en humanité au fur et à mesure qu'on avance dans ces choses-là, et c'est vraiment inquiétant. Ouais, moi je pense que tous ces professionnels qui revendiquent, tu sais, la décentralisation ou d'autres choses, revendiquent le lien social avant tout. Et le fait de pouvoir être en connexion avec l'autre, et à travers cette connexion, comme tu dis, c'est une évolution, on affine comment on peut aider la personne, quelle est la meilleure thérapie pour cette personne, quelle est la meilleure orientation. On peut pas la définir tant qu'on n'est pas en relation avec la personne. Notre société est malade à plusieurs endroits. Je sais pas si tu connais un monsieur qui s'appelle Vincent de Goljac, qui est le créateur d'un courant qu'on appelle la sociologie clinique. Vincent, il vient souvent à Montréal. La prochaine fois qu'il fait des choses, je pense que je vais te dire d'aller écouter ça. Lui, il dit que notre société, que nos sociétés occidentales sont malades de la gestion. Parce qu'on gère les hôpitaux, on gère les écoles, comme on gère les garages de fabrication de Toyota. Tu sais, la gestion avec l'île là qui fait que on va se demander chaque infirmier elle a fait combien d'injections, a vu combien de patients, la psychologue a vu combien de patients pendant combien de temps. Il faut pas que tu dépasses 10 fois, il faut pas que tu fasses des rencontres qui dépassent 1 heure, il faut pas ci, il faut pas ça. Comme si on pouvait normaliser de la même manière qu'on normalise quand on travaille avec des objets, tu sais. Mais le facteur humain ne se normalise pas de cette manière-là. Et ce que je vois, moi, chez les travailleuses sociales, chez les infirmières, c'est que non seulement il y a beaucoup de travail, mais cette manière de gérer qui les empêche d'être humains avec leurs patients finit par blesser le sens de leur travail. L'essence de leur profession même. L'essence de leur profession et le sens de leur travail. Et ils tombent en burn-out parce que ça n'a pas de sens ce qu'ils font. Exactement. Ça n'a plus de sens ce qu'ils font. Ouais. C'est ça, les burn-out, c'est tellement lié au sens que trouve la personne dans sa profession, dans ses actes de tous les jours. Aussi à l'idée de contribuer, de réellement contribuer. Et évidemment à toutes les questions éthiques aussi à travers ce qu'ils rencontrent, quand on les oblige à faire des choses, qu'ils n'ont plus de liberté de choix finalement dans leurs actes, et l'autonomie, le jugement clinique qui devrait être là chez tous les professionnels. Mais oui, c'est clair. Puis mettons justement, si on se connecte à ces professionnels-là qui sont en souffrance parce qu'ils sont en train de vivre de l'anxiété, des burn-out, des dépressions. Du sentiment de solitude, ouais. de manque de temps. Est-ce que toi, tu as des conseils, des outils que tu aimerais transmettre aujourd'hui pour ces professionnels-là qui sont en train de nous regarder? Moi, je crois qu'il y a il faut agir sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est se souvenir que je suis responsable de ma santé.
de ma santé mentale, de ma santé physique, de mon bien-être. Et que j'ai beau m'en donner pour l'organisation, là, ils vont m'en jeter comme un Kleenex usé, puis ils vont prendre quelqu'un d'autre à user. C'est comment apprendre à prendre soin de soi à des gens dont la vocation et l'intérêt premier, c'est de s'occuper des autres. Là, ils n'ont pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça dans les familles, puis en plus, c'est les femmes, la plupart sont des femmes, et les femmes ont été éduquées par l'Église et par le patriarcat, puis par les écoles à se donner corps et âme, presque de manière victimaire. Et cette chose-là de revenir aux soins de soi et avoir des pratiques de soins de soi. Moi, je sais que s'il y a un cadeau que la guerre m'a donné, c'est ça. Je vois pas comment j'aurais été là avant. Donc, tu as mis en place des pratiques dans ta vie. Des pratiques personnelles pour prendre soin de ma santé au moment où elle était le plus menacée. J'ai appris à méditer. J'ai appris à me faire masser. J'ai appris à aller voir un ostéopathe, à aller voir un acupuncteur, à aller voir un fasciathérapeute, à s'occuper de ma vitalité, à s'occuper de ma paix intérieure, à s'occuper de mon apaisement, à s'occuper de ma lenteur, à s'occuper à un moment donné de m'extraire de toutes les sollicitations pour avoir un petit peu de silence, un petit peu de lenteur, un petit peu de prise de recul pour pouvoir réfléchir. Ça, c'était un cadeau que la guerre m'a donné. J'ai eu la chance de rencontrer du monde qui m'ont ouvert des horizons, mais j'ai eu besoin, après la guerre du Rwanda, c'est comme si mon destin s'était fracturé. Il y a des choses qui arrivent dans une vie comme une séparation, comme un veuvage, comme une guerre, comme un exil, où tu as l'impression que le fil de ta vie, il vient d'être rompu. Mais quand il y a cette rupture-là, dans l'identité, on a besoin de reconstruire. Et les histoires de vie m'ont aidé. Prendre le temps de regarder le fil de ma vie et de retisser des fils de cohérence m'a permis de me reconstituer, de me redonner de la santé. Concrètement, mettons quelqu'un qui voudrait travailler sur son histoire de vie, qui n'a pas fait la formation à Rimouski avec toi, qui n'a pas eu cette chance, est-ce qu'il peut l'appliquer dans sa vie de manière simple? Est-ce qu'il peut prendre un carnet, je sais pas? Ça s'apprend. Il faut lire là-dessus. Mais moi, je pense que tout le monde peut le faire. Mais il faut s'informer. Puis il y a des praticiens qui font ça. Il y a des praticiens qui font ça, il y a des praticiens qui font du roman familial, où on essaye de comprendre. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas psychologiser les problèmes sociaux. C'est de savoir que oui, ma vie est fracturée par cette guerre-là, mais c'est pas un problème personnel. Ouais, t'as pas une pathologie psychologique. Oui. Même si je pleure, de ce qui se passe, mais oui. Même si je pleure, même si c'est moi qui souffre là, c'est pas une pathologie psychologique que j'ai. Il faut que je sois capable de lire psychologiquement qu'est-ce que ça me fait, affectivement qu'est-ce que ça me fait, mais culturellement qu'est-ce qui est en train de se passer, socialement qu'est-ce qui se passe, politiquement qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment important cette chose-là. L'autre chose, c'est les liens. Quand j'ai vécu la guerre, là, je me suis rendu compte que je vais voir un psy. Mais ce que j'ai, c'est pas une maladie. Il peut pas ouvrir son DCM4, là, puis trouver qu'est-ce que j'ai. Je les voyais, ils pleuraient. Je les consolais, je les payais, puis je partais, alors que j'avais pas d'argent. Mais j'ai réalisé aussi que la peine que j'avais, c'est des gens qui sont au Rwanda, qui sont morts. Qu'est-ce que ça me fait de venir te dire que Virginie est morte, là, quand tu sais pas c'est qui Virginie? Au début, je trouvais que ça avait pas de bon sens. Mais après, mes amis m'ont montré que j'avais besoin de parler. Et je me suis rendu compte que mon histoire était tellement lourde que les personnes qui étaient le plus proches de moi commençaient à tomber malades. Tu sais, ils étaient épuisés de compassion, en fait. C'était l'épuisement de compassion qu'ils avaient à l'époque. Moi, je ne le connaissais pas, je savais pas c'était quoi. Mais je me suis rendu compte que je suis en train de les tuer. Alors que j'ai besoin de parler. Que j'ai besoin de me relier. Que j'ai besoin de réfléchir avec eux. Que j'ai besoin de me déposer quelque part. Que j'ai besoin de contenant.
De nommer, hein, juste nommer déjà ce qui se passait. Qui est... de déposer quelque part ce qui me déborde. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait une liste de 21 personnes qui n'étaient pas tous proches de moi, mais j'ai décidé qu'ils allaient le devenir. Je vais les demander. Ce qui fait que quand je te parlais, je te donnais une nouvelle de qu'est-ce qui se passe dans ma famille ou pour mes enfants ou pour ma mère. Aujourd'hui, je m'assurais que je te redonne plus de nouvelles avant 3 semaines. Je te donne le temps de décanter. Ouais. Mais pendant ce temps-là, moi, je sais qu'il va y avoir encore une autre catastrophe que je vais entendre demain. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre à qui parler. Puis il y en aura une autre catastrophe après-demain. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Puis comme ça, je tournais. Puis au fur et à mesure que ça se passe, ces gens-là sont devenus mes intimes. Parce que finalement, ils ont été là pour moi avec une générosité que tu peux même pas t'imaginer, quoi. On est devenus proches. Puis d'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça que j'ai un réseau absolument hallucinant, tu sais. T'as ouvert ta vulnérabilité, puis c'est ce que tu vivais. Pour revenir au kintsugi. Ce que j'aime dans cette métaphore-là, c'est que cette tasse est cassée, on la jette pas. C'est pas parce qu'elle est cassée qu'elle n'est plus bonne à rien. Est-ce qu'on peut se traiter comme ça? C'est pas parce que je suis blessée que je suis devenue inutile. Mais là, je peux pas boire dans une tasse qui est cassée. Si je veux boire dedans, il faut que je sois encore capable de contenir des liquides. Donc, il faut la réparer. Mais j'en ai pas honte pour aller sortir les neuves. Je vais l'embellir. Elle sera beaucoup plus belle que la neuve. Et c'est ça, la vie humaine, elle est faite d'épreuves, de blessures, de traumas, de contraintes, d'accidents, de chutes, puis de redressements. Est-ce qu'on peut prendre tout ça, pas comme une catastrophe qui nous est tombée dessus, mais comme des opportunités, comme des richesses. C'est aujourd'hui, 30 ans plus tard, si je devais revivre ce que j'ai vécu avec la guerre du Rwanda, j'aurais très peur, mais j'y vais. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de voir ce que ça m'a donné. On parlait de la pandémie. Moi, je voyais les gens là, dans la pandémie, ils étaient paniqués, finis. Mais moi, j'avais vécu la guerre. Ben oui, t'étais prête. J'avais vécu la guerre, là. C'est pas un virus qui va m'empêcher de dormir, là, c'est pas vrai, tu sais. Moi, j'ai vécu une vie absolument extraordinaire pendant la pandémie. Tu sais, c'est que j'avais pas peur. J'avais pas peur, j'étais pas seule, je savais comment me relier. Tu avais déjà développé des outils. Oui, et j'attendais pas que M. Legault me dise quoi faire. Ouais. Et ça, c'est des cadeaux que des épreuves de ma vie m'ont laissé. Ça t'a rendue plus forte et plus belle. Oui. Comme la tasse. Oui, comme la tasse. Mais en même temps, tu sais, c'est comment avoir aussi l'humilité de savoir que, tu sais, j'ai glissé, moi, à un moment donné, puis je me suis cassé la cheville. Et je me suis fracturé la cheville, puis j'ai des vis de titane dans ma cheville. J'en ai comme une douzaine dans un péroné, puis j'en ai d'autres du côté du tibia. Puis j'ai perdu la proprioception dans mon pied. Ça va, quoi. Mais ma cheville, elle est fragile. C'est pas comme si elle n'était pas blessée. Il faut que je sache que j'ai une cheville qui est fragile. Et que je sache quelles sont les contraintes que je peux lui demander. Autrement dit, il faut que je connaisse les limites de ma cheville. Mais psychologiquement, c'est la même chose. Parmi les leçons, ça m'a fortifié, mais ça m'a aussi fragilisé. Mais ma fragilité, quand je l'assume, quand je la connais, que je la reconnais et que je la protège, ça devient une force. Puis l'image du kintsugi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'amour et la bienveillance, l'empathie qu'on se donne à soi-même. Tu sais, quand tu mets de l'or sur tes blessures, tu te mets de l'amour, finalement. Mais j'assiste à ça souvent, là, parmi les étudiants qui font leur maîtrise avec moi, là, je vois ça.
c'est initiatique. Dans les anciennes traditions, on prenait les ados ou les jeunes adultes, puis on les mettait en épreuve. Et c'est cette épreuve-là qui les construisait, qui construisait leur force intérieure. Puis il y a dans notre maîtrise quelque chose de comme ça, d'initiatique, où tu vois la personne venir avec qui il est, découvrir son potentiel, puis découvrir ses limites, découvrir l'écart qu'il y a entre les deux, puis de revoir tourner ses limites en force. Et en faire un don et une vocation. C'est de toute beauté. En fait. Wow. Puis parfois aussi dépasser ses limites et voir qu'il y a tellement plus vaste derrière ce qu'on croit être notre limite. On est tellement plus vaste que ce qu'on est. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Je pense que tu nous as tellement illuminés aujourd'hui grâce à ta sagesse et à ta transmission. Donc, je recommande vraiment le programme que tu diriges encore à Rimouski et dans lequel tu enseignes. Oui, en maîtrise en études et pratiques psychosociales. Ouais, c'est vraiment un beau programme. On va mettre le lien dans la description de la vidéo et puis tous les liens aussi pour te retrouver. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Merci, Delphine.